Merci. Bonjour à tous. On va laisser 2-3 minutes le temps que tout le monde rentre dans la salle virtuelle. On va voir un peu. Donc déjà, un grand merci d'avoir répondu aussi nombreux à ce webinaire et on va commencer dans 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Hein, ça va bon. On voit un peu. T'as du monde, ça? Ouais, ça va se connecter. On va attendre un petit peu. C'est un peu logique sur ces débuts de webinaire, le temps que tout le monde prenne place et s'installe. Donc bonjour à tous, on voit que ça arrive au fil de l'eau là, donc on va quand même attendre un petit peu là pour que ça commence à avancer. Les intervenants sont prêts, tout le monde est prêt. J'attends le go de la régie pour nous dire quand est-ce qu'on peut y aller. Donc ne vous inquiétez pas, on va partir. Donc, je pense qu'on peut y aller. On va pouvoir commencer. Donc d'abord bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, je suis Thomas Vandendry, je suis vice-président du groupe AEMA. Et un grand merci à tous pour votre participation à ce webinaire en cette journée du 18 juin. Et je tenais aussi tout particulièrement à remercier les soignants qui vont intervenir tout au long de cet événement pour leur temps en cette période exceptionnelle. Donc, on va commencer dès maintenant on présentera rapidement AEMA, mais l'idée, c'est surtout qu'on passe du temps avec les intervenants et ceux qui travaillent avec nous maintenant depuis plus de 4 ans, 5 ans, sur ce thème de la vidéotransmission. Et donc, le grand thème qu'on va aborder, c'est est-ce que ça va être une avancée pour la régulation médicale? Et pour répondre à ce sujet, on va avoir plusieurs médecins et on va commencer par le docteur Adeline Boiffard et le docteur Arik Cherfaoui du CHU de Rennes, le docteur Arnaud Martinage du CHU de Nantes et le docteur Jean-Marc Legac du Centre de simulation de santé du GHBS, qui vont nous présenter ces différentes expériences de la vidéotransmission dans le domaine médical. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Nicolas Toinel, qui est responsable produit du programme SISANU pour l'Agence du numérique en santé et qui va pouvoir nous faire part de l'interface qui a été faite avec le nouveau portail sisamu.fr qui va nous permettre d'amener la fonctionnalité voir et géolocaliser. Et un grand merci en tout cas à l'Agence du numérique de nous avoir permis d'avoir un intervenant aujourd'hui pour parler de cette avancée et surtout de la mise à disposition de cette fonctionnalité pour plus de 77 SAMU aujourd'hui en France. Rapidement, et pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, plus que ça, à AEMA, on est un groupe mondial, on est présent dans un peu plus de, il y a 9 filiales dans un peu plus de 9 pays dans le monde, on est utilisé dans plus de 100 pays et on est une société du groupe Guillemot et dans notre groupe, il y a une société sœur qui s'appelle Ubisoft et qui nous a permis ces dernières années de pouvoir nous lancer dans cette aventure à la fois des lunettes connectées au départ, mais après d'une smart workplace. Et nous sommes heureux de pouvoir intégrer le domaine de la santé, d'avoir pu développer ces solutions qui viennent répondre notamment au domaine de l'urgence. On a depuis 5 ans travaillé en étroite collaboration avec différents services de régulation et surtout différents SAMU. On va avoir fait depuis ces dernières années, on a eu plusieurs tests, plusieurs publications sur l'utilisation de la vidéo en régulation.
notamment avec les docteurs Martinage et Pinault sur la visorégulation au CHU Nantes. On en parlera un peu plus tout à l'heure pendant leur intervention. On a également travaillé dès 2015 sur les Google Glass et parmi les premiers en Europe. Et notamment, on a travaillé avec l'hôpital Trousseau sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque chez l'enfant. On a, en parallèle de ça, et au vu des tristes événements de 2015, travaillé étroitement avec les services de santé, mais aussi police et autres, pour tout ce qui était plan blanc et donc tout ce qui était régulation médicale en plan exceptionnel, notamment avec les équipes du CHR de Metz, avec le docteur Apchi et le docteur François Braun. Et on a en parallèle travaillé étroitement aussi avec le CHU de Toulouse et le professeur Boone pour amener aussi l'essai aux médecins français de l'avance au niveau international, puisque c'est quand même des nouvelles technologies. Même si on a travaillé en parallèle de ça aussi de l'autre côté de l'Atlantique, avec notamment une publication sur l'utilisation des lunettes connectées, notamment de notre solution dans le traitement du télé-AVC avec UCLA. Notre solution, elle est utilisée dans les établissements publics et dans les hôpitaux, cliniques, sur le télésuivi ou encore dans tout ce qui est plaies chroniques avec le HAD. Mais on est aussi présent avec les medtech qui sont Medtronic, Stryker, Boston Scientific. Et pour ça, on est utilisé dans plusieurs centaines de pays, on va dire, dans le monde, puisque toutes ces medtech viennent nous chercher. Et là, avec la crise du corona, on a intervenu à peu près dans toute l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe. Et ce qui a permis aussi de bien continuer à développer et notamment à renforcer la solution ExpertEye. Notre solution, elle est, on va en parler un peu plus aujourd'hui avec ExpertEye Lite, hein, qui est une solution qui est vraiment click and connect et qui va permettre d'amener la vidéo à la régulation. On parlera peut-être un peu moins aujourd'hui d'Essential, qui est une lunette See What I See et qui est une plateforme comme Proceed Schedule qui apporte beaucoup d'intérêt, notamment dans l'organisationnel. Mais on parlera un peu plus d'Advance qui est utilisé notamment avec tout ce qui est lunettes connectées, microscopes, échographes et autres sources vidéo, et notamment sur les dernières publications qui ont eu lieu à la fois en EHPAD et en SMUR, avec les différents intervenants qui vont pouvoir vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Les grandes fonctionnalités de la solution et comment ça fonctionne, l'idée c'est et notamment cette fonctionnalité voir et géolocaliser, l'idée c'est vraiment de pouvoir garder les process habituels, c'est-à-dire de simplement prendre l'appel au 15, de pouvoir réguler avec les armes et après, s'il le souhaite, on peut le mettre aux armes aussi, mais en général aujourd'hui on est plutôt sur une intervention avec les médecins qui vont apporter cette fonctionnalité de visio. Et l'idée, c'est de garder vraiment la réglementation habituelle. Donc, vous garderez l'enregistrement de la voix sur vos réseaux téléphoniques habituels. Et l'idée, c'est que on vient simplement via une interface web pouvoir générer une invitation via un SMS et en 2 clics, un côté régulateur et un côté utilisateur et surtout correspondant, de pouvoir lancer la vidéo et de pouvoir donc accompagner le régulateur pour une vidéo en plus de la voix. Alors, c'est vrai que vous avez inventé au niveau des SAMU et des régulateurs, ça fait plus de 60 ans que vous faites de la télémédecine, mais c'est vrai qu'on va voir aujourd'hui si ces fonctionnalités et aussi la technologie qui nous le permet de pouvoir amorter la vidéo en plus de la voix va vous permettre et va vous être bénéfique hein, et va vous aider au quotidien dans votre régulation. Les grandes fonctionnalités de cette solution, elles vont être donc en premier la vidéo, et après l'idée c'est vraiment que les fonctionnalités, la gestion de l'appel soit à la main du régulateur et surtout puisse lui apporter les informations dont il a besoin et que ce soit le plus précis possible. Donc on va avoir un mix qui va être à la fois de la vidéo, mais également de pouvoir prendre le zoom sur certains systèmes à distance par régulateur et surtout après de pouvoir lier, avoir un couple vidéo-photo, puisque la vidéo va me permettre d'avoir le contexte général et la photo va me permettre, en cas de nécessité et de précision, de pouvoir faire un arrêt sur image de bonne qualité, de pouvoir zoomer dedans, de pouvoir interagir, de pouvoir guider également le patient, même si dans le flux vidéo, on peut également avoir un curseur qui va permettre de guider un peu plus facilement, soit le paramédic, soit en tout cas le correspondant qui recevra ce lien pour pouvoir se connecter avec le régulateur. En parallèle de ça, on aura du chat et des annotations.
la fonctionnalité géolocalisée, même si vous en avez déjà plusieurs sur vos différents systèmes de régulation et vos systèmes d'information en régulation, va nous permettre dans la même interface de pouvoir géolocaliser le patient, en tout cas géolocaliser l'appelant pour vous aider à vous guider. En tout cas, c'était des prérequis demandés par nos médecins et surtout nos SAMU clients. Et donc, on a aujourd'hui intégré cette fonctionnalité en plus des fonctionnalités voix. Ce que je vous propose dès maintenant, c'est de pouvoir partir sur ce moment d'échange. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup d'échanges au départ puisque on est plusieurs intervenants, mais l'idée, c'est que vous avez une partie chat qui va vous permettre de poser ces questions pendant tout le long et tout le déroulé des différents intervenants. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser ces questions. On aura un temps de réponse dans les 10 à 15 minutes qui suivront. Mais en tout cas, je tiens, et surtout l'équipe d'AMA au complet, souhaite vraiment remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui vont maintenant parler, et notamment puisque cette période est quand même exceptionnelle et d'avoir pris le temps de préparer avec nous cet événement est vraiment très sympathique. Je vais laisser la parole maintenant au docteur Arnaud Martinage qui va nous faire son retour sur l'utilisation de la solution au SAMU 44. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin des interventions. Je tiens aussi à préciser que cette session est enregistrée à des fins de simplement pouvoir éventuellement la repasser. Mais n'hésitez pas en tout cas s'il y a des observations ou autres par rapport à tout ça. Je vous souhaite de découvrir et d'apprécier en tout cas ces quelques expériences passées avec la solution et surtout avec les partenariats que nous avons noués avec nos différents centres hospitaliers universitaires et également tout le travail qui a été fait avec l'Agence du numérique de santé. Et je laisse la parole maintenant au docteur Arnaud Martinage sur son intervention et l'apport de la visorégulation avec un état des lieux et des retours d'expérience. Merci beaucoup. Merci Thomas et merci de m'avoir invité à ce webinaire pour présenter notre retour d'expérience effectivement de la visio au SAMU 44. Et je commencerai par inscrire ça dans un petit historique. De 56 à 80, enfin des années fondatrices du SAMU, de la régulation médicale jusqu'à la création du numéro unique le 15 en 80, ensuite un peu cadré, structuré par la loi de 86, est apparu Internet en 90, puis les premiers téléphones avec la capacité de faire des photos et de les envoyer, année 2000, puis fin des années 2000, les premiers téléphones capables de faire des vidéos, de les partager en étant connectés. Et aujourd'hui, grâce au taux de pénétration en France des smartphones et de l'évolution des technologies comme celle du WebRTC, on est aujourd'hui dans la quasi-totalité des cas en mesure d'établir une visioconférence avec la personne qui nous appelle ou ses proches. L'historique au SAMU 44, bon, ça a commencé probablement comme un petit peu partout par quelque chose qui était certainement critiquable. On peut revenir à la diapo d'avant, c'est le fait de recevoir des photos par mail, par MMS sur le smartphone du médecin régulateur. Bon, ça valait ce que ça valait, mais il n'y avait que ça à l'époque. Puis, en tout cas pour nous, en 2016, suite à un appel à projet ARS de télémédecine, on a pu équiper nos équipages de SMUR et une société d'ambulance privée de lunettes connectées dont le flux visio pouvait être réceptionné par le médecin régulateur. Ensuite, début 2018, on a commencé vraiment à structurer une solution dédiée visio en élargissant nos flux visio toujours par l'intermédiaire de lunettes connectées des infirmières d'EHPAD, des infirmiers d'EHPAD. Ce qui a vraiment marqué l'explosion du nombre d'actes de visorégulation effectués, c'est la possibilité de l'invitation grand public, donc de faire une visio dès lors qu'on a un smartphone sur les lieux de l'intervention pour laquelle on nous sollicite. Et dans ce contexte-là, cette année, s'inscrit également une stratégie régionale d'équipement de l'ensemble des EHPAD des Pays de la Loire de smartphones et qui pourront être invités également. Un fait marquant pour nous aussi, c'est le fait de pouvoir être récemment
raccordé au système aussi SAMU, avec une simplification de connexion à la solution et l'intégration vraiment de cette solution au SI SAMU, dont Nicolas Toinel nous parlera tout à l'heure. À ce jour, ça nous permet quand même d'avoir dépassé les 1000 actes de visorégulation, donc on commence à avoir une certaine expérience là-dessus. Alors, le titre de ce webinaire, c'est la vidéotransmission. Est-ce que c'est une avancée pour la régulation médicale? Je ne sais pas si on peut encore se poser la question aujourd'hui. En fait, ça semble être une évidence de par l'impression clinique immédiate que le médecin régulateur peut avoir. Tout le monde s'aperçoit de ça. Un médecin qui rentre dans un box d'urgence ou qui arrive sur une situation comprend en tout cas un maximum du niveau de gravité en quelques regards. Alors c'est sûr que ça demande un temps d'appropriation de cette technique. Il faut apprendre à l'intégrer dans le raisonnement global d'une régulation médicale et notamment à ne pas être faussement rassuré. Et au final, on s'aperçoit vraiment qu'on aboutit à un acte de visorégulation médicale, la vidéotransmission n'étant que l'outil qui nous permet de faire cet acte. Pour la mise en place d'une solution de visio dans un SAMU ou ailleurs, il me semble primordial d'avoir une ou plusieurs personnes référentes, ressources pour accompagner la mise en place et limiter les appréhensions, les réticences, en tout cas les estomper. Donc, même si aujourd'hui, c'est une évidence que la vidéotransmission est une aide pour le médecin régulateur, il va falloir le prouver par des études de grande ampleur, ce qui permettra également d'optimiser les usages de la visio et démontrer l'impact, notamment en termes de performance de soins. Alors, on a commencé à le faire au SAMU 44 par une étude qui, sur 112 actes de visorégulation, c'est la diapositive suivante, et on a pu identifier des situations où l'intérêt de la visorégulation médicale est tout à fait marqué. Donc c'est évidemment, et c'est de loin la première situation, tous les appels à caractère traumatologique. Ça semble assez évident, mais également l'appréciation des dyspnées, la neurologie avec les tableaux d'AVC, pourquoi pas, on en parlera un petit peu plus tard, mais également pour le médecin régulateur, la capacité d'apprécier très rapidement la réalité ou non de mouvements anormaux ou de troubles de vigilance. Et dernière situation qui semble assez aussi évidente, c'est le diagnostic des éruptions cutanées. Alors cette étude qu'on a pu récemment la publier dans l'American Journal of Emergency Medicine montre que il y a un intérêt moindre si l'effecteur est médicalisé. Bon, ça tombe un peu sous le sens, et ce sera probablement à pondérer par certaines situations, notamment les situations sanitaires exceptionnelles ou la formation de médecins. Un élément très important de cette étude, c'est que dans la quasi-totalité des cas, le médecin régulateur considère que la visio lui a apporté une aide dans sa décision médicale. Il ajuste sa décision médicale dans 43% des cas avec la visio. Et dans ces modifications de décision, on a observé un quart de patients laissés sur place, donc fréquemment avec un conseil médical ou un engagement de vecteur médical, mais sans transport, alors qu'il était préalablement décidé. Et puis, dans un tiers des cas, la visio aboutit à l'engagement d'un SMUR, ce qui n'était pas dans la décision a priori avant visio du médecin régulateur. On l'a déjà dit, l'intérêt est plus important s'il y a une différence de compétences entre la source de la visio et le médecin régulateur, ça semble assez aussi évident. Donc évidemment, paramédicaux, secouristes, établissements médico-sociaux et a fortiori le grand public. Il y a un axe de travail important qui me semble à mettre en place une fois que le SAMU s'est approprié une solution de visio, c'est la mise en place de visioconférences à plusieurs et faire rentrer les patients plus rapidement dans des filières de soins spécifiques.
et notamment la filière neurovasculaire. Donc, en SAMU 44, on est en cours de construction d'une procédure avec nos neurologues de l'UNV et le SAMU. Mais on pourrait imaginer l'amélioration de filières par des visioconférences à plusieurs avec les brûlés, les pédiatres, l'accueil de traumatisés graves. Et d'une manière plus large, probablement qu'on pourra intégrer la visio dans la réponse aux soins non programmés. Et on va en parler aussi tout à l'heure, ce sera probablement quelque chose d'important dans le service d'accès aux soins. Alors, pour mettre en place cette solution de visio, on a maintenant un cadre institutionnel avec l'apparition récente en avril dernier d'un cahier des charges dont on a la chance, nous, d'avoir, enfin, notre éditeur nous permet de respecter l'ensemble des points du cahier des charges. Alors, bien sûr, il faut des solutions sécuritaires, rapides. Les SMS envoyés aux distants doivent être priorisés, arriver vite. Le débit doit être optimisé en fonction de la disponibilité du réseau. L'éditeur doit être capable de proposer des visioconférences à plusieurs. Et puis, il y a des éléments qui ne sont pas requis, mais souhaitables dans ce cahier des charges qui me semble tout de même important. C'est la capacité de recevoir un flux visio par un partenaire prééquipé d'un outil connecté, ce qui peuvent être les lunettes connectées ou d'autres. Un deuxième élément, c'est la géolocalisation qui sera dans bon nombre de cas très intéressant en médecine d'urgence notamment. Alors, pour accompagner financièrement la mise en place d'une visio dans un SAMU, donc bon, tout le monde sait que c'était une mesure du pacte de refondation des urgences avec 15 millions d'euros décidés pour accompagner cette mise en place. Et dans la première circulaire budgétaire là, de 2020, 5 millions d'euros, plus de 5 millions d'euros ont d'ores et déjà été alloués aux ARS pour accompagner la mise en place des visios. Au métier ensuite de décider quelle solution ils souhaitent embarquer. Dans les perspectives qu'on peut voir avec ce retour d'expérience, donc c'est déjà bien sûr le fait de pouvoir déployer au niveau national cette solution dans l'ensemble des SAMU. On en parlait tout à l'heure, très probablement la visio va pouvoir être une brique structurante du SAS, que ce soit en réponse de médecine générale, avec la réponse aux soins non programmés, et en réponse à la médecine d'urgence, comme on est en train de le faire actuellement. Cette installation, cette mise en place de la visio, ça s'inscrit dans une évolution des pratiques. Il va falloir s'approprier l'outil, le faire évoluer. C'est là aussi l'intérêt d'avoir un éditeur réactif à l'écoute des demandes métiers. Il va falloir maîtriser finalement cette visio pour aboutir réellement à un acte de visorégulation médicale. À mon sens, il faudra aussi penser à intégrer les assistants de régulation médicale dans le déclenchement des visios. On pourra peut-être aussi s'aider de techniques d'intelligence augmentée. Et puis, on en parlait, effectivement, il y a tout un axe de travail, à mon sens, dans les visioconférences à plusieurs pour améliorer encore nos filières de soins. Très probablement, les équipements dédiés, tels lunettes connectées, seront à réserver à des contextes particuliers, par exemple des infirmiers de pratique avancée de médecine d'urgence dans des zones tendues médicalement, les infirmiers d'EHPAD, des EHPAD reculés ou en tout cas où l'accès à un médecin peut être compliqué, mais également dans la formation avec l'arrivée de nos docteurs juniors en SMURS, il peut y avoir tout un pan de travail là-dessus, et puis bien sûr en situation sanitaire exceptionnelle, avec la remontée d'éléments tactiques immédiats par la visio. Alors pour prouver tous ces axes de travail et puis optimiser les usages, bien sûr, il faudra que tout cela soit accompagné d'études de grande ampleur. Je vous remercie de votre attention.
Excusez-moi, donc j'étais sur mute. En tout cas, merci beaucoup Arnaud, docteur Arnaud Martinage, pour votre participation et surtout pour toutes ces explications. Je vais laisser maintenant les docteurs Adeline Boifard et Tariq Cherfaoui du CHU de Rennes pour également donner leur retour d'expérience. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez via le chat et puis on vous répondra avec grand plaisir, intervenant et moi-même, une fois les interventions terminées. Je vous laisse la main et merci encore, docteur Boifard et docteur Cherfaoui, pour votre présence. Merci à vous. Merci d'avoir organisé ce webinaire en format assez innovant. Donc moi, je suis le docteur Adeline Boifard, je suis urgentiste au CHU de Rennes et au SAMU 35. Alors, Tariq Cherfaoui, moi je suis praticien hospitalier au SAMU SMUR Urgence de Rennes. Moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de croiser la société AMA parce qu'il y a une proximité géographique. On est un peu les locaux de l'étape. Donc, on s'est croisés dès 2015 et j'ai eu l'occasion de travailler avec la société, de réfléchir aux usages qu'on pourrait faire. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est d'être rejoint par Adeline, qui est notre jeune assistante et qui est très motivée et très intéressée par les solutions de visio-régulation et de télémédecine, et qui va donc vous présenter les usages qu'on a à Rennes et puis l'historique et ce qu'on a en perspective. Voilà, donc à Rennes, les lunettes connectées, c'est un projet qui est en place déjà depuis 2016. Alors initialement, donc, il n'y avait que les lunettes connectées, mais qui avaient plusieurs champs d'application. Sur la première image, vous pouvez voir, c'est un exercice d'intervention avec un accident multivictime, en fait, avec forcément des prises en charge qui sont un peu spécifiques et qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au quotidien. Donc, ça permet d'avoir un regard du médecin régulateur qui est à distance, qui peut appuyer le médecin smuriste qui est sur place et qui a les mains libres pour pouvoir travailler tranquillement. C'est assez confortable. C'est aussi un outil qui est utile pour l'aide aux gestes, pour guider des médecins qui sont un peu moins expérimentés dans certains domaines ou qui se retrouvent face à des situations qu'on n'a pas l'habitude de gérer. On pense par exemple à une expertise obstétricale pour un accouchement à domicile qui se passe mal, et donc on peut avoir l'appui de l'obstétricien à distance, ce qui peut être vraiment, vraiment rassurant et qui peut grandement améliorer la prise en charge. Il y a d'autres champs d'application. On se forme beaucoup maintenant dans des laboratoires de simulation, et on sait que si on utilise les lunettes connectées pendant la simulation, on peut améliorer l'analyse de la simulation, et notamment tout ce qui est comportement non verbal. Enfin, il y a plein de possibilités pour encore optimiser les formations pour les jeunes médecins. Et puis récemment, est arrivé pour le grand public, en fait. Je veux bien la diapo suivante. Merci. Récemment est arrivée donc la visorégulation étendue au grand public. Tout ça en lien avec le pacte de refondation des urgences. Donc maintenant, on a un outil qui est pratique, qui est intuitif, qui est rapide et qui répond au cadre législatif et au cahier des charges qui est imposé par les tutelles. Donc le déploiement là est en cours dans tous les SAMU, français. En application, donc il y a les lunettes connectées d'une part, et il y a la visorégulation, donc on peut voir là les applications concrètes. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit le docteur Martinage, mais c'est sûr que pour la pédiatrie, c'est quand même très utile. Ça peut permettre, par exemple, de laisser un enfant sur place quand on a un diagnostic qu'on a pu faire par visorégulation. Ou par exemple, à droite, là, on voit l'examen d'une plaie. Ça peut permettre aussi d'éviter de déplacer certaines personnes qui n'en ont pas besoin. Alors que quand on n'a pas du tout la visio, on décide différemment. Les perspectives pour les prochaines semaines, les prochains mois, donc il va y avoir la mise en place du SAS avec la régulation de médecine générale qui est déjà en place au SAMU 35. On a
les médecins urgentistes qui régulent les appels d'urgence, d'aide médicale urgente, et les médecins généralistes qui régulent la permanence des soins ambulatoires. Voilà, ils ont aussi adopté l'outil et on continue à se former et à échanger ensemble pour continuer à l'améliorer. On a aussi une nouveauté qui est en place depuis peu de temps, c'est la régulation par des dentistes sur certains créneaux. Et pour eux, effectivement, le fait de pouvoir voir directement le patient, ça les aide aussi à réguler. Donc SI-SAMI, on en a déjà parlé. On essaye aussi d'ouvrir des filières de prise en charge, un petit peu comme la filière d'alerte thrombolyse, mais des filières avec une expertise et un avis, par exemple, d'un réanimateur directement en préhospitalier, sur des polytraumatisés, ce qui peut améliorer la prise en charge. La visorégulation, ça ouvre aussi tout un champ de recherche et on en est qu'au début, donc il y a plein de choses à explorer. La simulation, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, on va avoir nos docteurs juniors, là, nos spécialistes en médecine d'urgence qui vont arriver à partir de novembre. Et on sait que voilà, quand on a au début peu d'expérience, c'est toujours un appui et un soutien d'avoir la possibilité d'avoir le régulateur qui peut être vraiment dans l'intervention avec nous à distance, quoi. Voilà. On a aussi la chance à Rennes et au CHU de Rennes de participer au programme européen qui teste l'utilisation de la 5G dans différents domaines. Et donc, le CHU de Rennes est partenaire pour le domaine de la santé. On est par exemple en train de mettre en place des systèmes d'ambulance connectés ou de gestes réalisables à distance, voilà, sans qu'il y ait de médecin sur place. Par exemple, on parle d'échographie, de choses comme ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont améliorer nos pratiques. Merci beaucoup, docteur Boifard, et ainsi que docteur Cherfaoui. Alors, il y a quelques questions qui arrivent, notamment sur la partie réseau. Alors, on pourrait rentrer un peu dans on va vous répondre là-dessus sur la partie 4G, mais il se trouve qu'on a quand même travaillé depuis plus de 2 ans sur cette solution, et notamment pour rentrer dans la réglementation et surtout avoir une bonne qualité, puisque la voix reste prioritaire sur la vidéo, quoi qu'il arrive. Mais clairement, on vous répondra un peu, mais le fait de couper déjà le son dans la vidéo et de faire pas mal d'améliorations pour optimiser permet de garder quand même si on n'a pas une 4G, de pouvoir garder un flux vidéo de bonne qualité. On débattra un peu plus là-dessus. En tout cas, vous inquiétez pas, c'est le sujet, on va dire, numéro 1 qui a été traité, puisque même si on a on va dire un parc de terminaux de plus en plus important qui permettent de répondre à ce besoin, et puis qui est de plus en plus puissant aussi, et puis un parc qui se renouvelle avec de plus en plus de capacités, on va dire, technologiques pour pouvoir gérer les flux vidéo. C'est un des grands sujets. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à l'optimisation, et c'est pour ça que ça fait plus de 18 mois maintenant qu'on travaille sur ce sujet de la télérégulation, et qui n'est pas si simple que ça en termes de gestion et notamment en termes d'encodage. Je répondrai aussi sur la partie, mais ce sera plutôt les intervenants médecins qui répondront sur la partie régulation dentaire. Et voilà. En tout cas, on va maintenant accueillir en cette période de déconfinement le docteur Jean-Marc Lecac, qui travaille avec Pascal Chaplin et Lucas Falco au C3S, notamment sur les milieux un peu extrêmes et surtout confinés, voilà, en pleine période. Donc, on va laisser le docteur Lecac maintenant nous raconter et nous emmener un peu dans des domaines de la mer et de la montagne pour cette expérience qu'on a aussi vécue avec beaucoup de plaisir ces 4 dernières années. C'est à vous, Jean-Marc. Merci Thomas, merci à Emma pour l'initiative de ce webinaire. Donc effectivement, on va vous faire voyager un petit peu. Diapositive suivante. Alors au C3S, on forme les marins coureurs au large, qui sont des non-médecins, qui ont une formation réglementaire courte de 2 jours, donc quand ils vont faire un tour du monde, et on s'est particulièrement intéressé à un test de faisabilité avec un équipage qui fait le Jules Verne, donc c'est le record en maxi autour du monde. Et comme on les avait en formation, on s'est dit, tiens, on va tester les lunettes, puisqu'on avait croisé la route de Thomas sur d'autres expériences.
Jusque-là, la régulation est un peu compliquée parce que les moyens de communication en mer, c'est l'Inmarsat. Souvent, ça se faisait essentiellement en GSM, donc via l'Inmarsat, directement avec un médecin qui est un médecin de team, et sachant que dans la boucle, parce que quand ça chauffe, le médecin de team à terre, il ne peut pas faire grand-chose, donc on bascule bien entendu sur un SAMU réglementaire qui est le SAMU de Toulouse, même si c'est la mer, parce que le CCMM est à Toulouse de façon historique. Et donc, les communications GSM, de temps en temps aussi transmission de mails avec des photographies. Donc tout cela était un peu statique et de temps en temps on était bien embêté pour arriver à bien évaluer la situation à bord. Et on s'est dit, et si le docteur arrivait à bord via un outil de télémédecine? Donc on a fait un test de faisabilité. Diapositive suivante. Donc, bien entendu, centre de simulation, parce que nous, on ne s'amuse jamais, et comme beaucoup de médecins maintenant, c'est la règle, jamais sur le malade d'abord. Donc, si ça marche bien, on va essayer de l'améliorer. S'il y a des choses qui ne vont pas, on va essayer de changer un petit peu l'algorithme. Et donc, au centre de simulation, comme on formait les médecins, on a déjà fait des tests d'abord dans notre centre de simulation en impliquant le médecin de course qui était dans une pièce à côté, alors là on n'était pas loin, on ne voyageait pas beaucoup, et le médecin régulateur, lui qui était à distance, puisque c'était le SAMU de Toulouse, sur une situation de douleur abdominale. Et on s'est vu que la chose était intéressante, que ça apportait pas mal à l'équipage, donc c'était l'équipage de Spindrift, mais on s'est dit, maintenant que ça marche sur Terre et que l'équipage qui a peu de formation arrive à avoir les bons gestes, essayons en mer. Et je vous propose donc de voir normalement la diapositive suivante, une petite vidéo d'un test. Moi je suis à Biarritz, eux ils sont au large de Belle-Île. Alors, on n'a pas le son. Vous entendez quelque chose? Donc, si vous n'entendez pas, je vais parler. Donc là, c'est Christophe Espagnon qui transmet un bilan classique directement via GSM. Et il m'explique que c'est une plaie de bras. Alors, bien entendu, avec classiquement, toujours pareil, le bilan de secouriste qu'on leur apprend. Et rapidement, je lui demande d'utiliser éventuellement l'outil connecté, puisqu'il m'explique que c'est un accident, un choc de poulie sur un bras, et qu'il faut que je puisse voir la lésion et essayer d'évaluer un peu les choses. Donc, il met en place son outil connecté et moi, voilà, je me connecte à distance et je vois déjà quelque chose, c'est que le blessé qui m'a présenté, je ne savais pas qu'il était assis et je vois qu'il est assis, il a une plaie du bras et tout de suite, je me dis peut-être qu'il faudrait l'allonger. C'est quelque chose qui n'avait pas été transmis dans le bilan. Donc, ça me permet de voir quelque chose au niveau de la situation. Hop, on a reculé à nouveau, on avance. Donc, on avance un peu la vidéo. Il y a des petits bugs de vidéo, c'est normal. Et les joies du direct. Les joies du direct. Donc, on revient un peu en arrière. Ça me permet effectivement de voir que l'équipier est assis, donc je demande à ce qu'on l'allonge déjà, et puis je vais demander à ce qu'on me déballe la plaie pour pouvoir la voir, et bien entendu, comme les autres interlocuteurs l'ont expliqué, je peux prendre des photos à distance et du coup récupérer des éléments concernant cette plaie, alors c'est une fausse plaie puisque c'est bien entendu de la simulation, et indiquer à mon équipier que j'ai formé un petit peu où est-ce qu'il va mettre les points de suture, avec quel matériel. Donc, je saisis la photo, je lui renvoie. Alors, je peux lui renvoyer en direct. Alors, avec les systèmes de communication au large, on peut aussi renvoyer en différé, c'est-à-dire que je peux lui renvoyer sur la boîte mail et il travaillera à partir des éléments que je lui ai transmis et je peux encadrer ça, bien entendu, d'un écrit. Donc, voilà la petite expérimentation. Donc, ça marche sur un bateau au large de Belle-Île avec un médecin à Biarritz. Donc, si ça marche là, ça marche à plein d'endroits. Donc, on peut passer la suite, si vous voulez. Donc là, la dernière fois, c'était bien parce que j'ai demandé à ce qu'on me le remontre pour voir sa tête. Est-ce qu'il était pâle? Est-ce qu'il faisait un malaise? Et donc, c'est des choses, ça, qui sont des fois difficiles à décrire. Et le milieu de la mer et de la montagne sont liés. Et on a des navigateurs ici qui sont aussi pisteurs en montagne. Et donc, Thomas a eu l'occasion, par notre intermédiaire, de rencontrer Lucas Falco, qui est infirmier, anesthésiste réa, qui est pisteur aussi. Et donc, on a fait des tests aux Deux Alpes avec les pisteurs et avec le SAMU de Grenoble, donc la simulation in situ, là, directement, avec des cas simulés. Ça fait l'objet d'une publication que vous pouvez retrouver sur le site de la SFMU, l'étude Pulse, et on verra à la fin, qui retrouve un petit peu les mêmes conclusions que nous. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, on se retrouve avec des éléments très positifs. Comme je vous l'ai dit, l'évaluation de l'environnement, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il s'agit de béotiens, parce que 2 jours de formation, c'est
moins quand même que les secouristes. Donc, ça permet d'aller sur des situations complexes cliniques comme l'examen clinique, d'aider à cet examen clinique, de le guider, parce que c'est difficile, au-delà de décrire les gestes de secouristes, les signes vitaux, pour eux, c'est un petit peu difficile. Donc, ça nous permet de travailler là-dessus. Et on s'est aperçu aussi, alors que ce soit l'expérience mère ou que ce soit l'expérience de Grenoble, avec le SAMU Grenoble, c'est qu'on amène à faire de la délégation plus volontiers. C'est-à-dire une fracture, on n'hésite pas de dire de tirer dans l'axe, une luxation proposée éventuellement, si les délais de route sont longs, de la réduire. Et donc ça, on n'avait pas imaginé que ça nous sécurisait sur des choses qu'on n'osait pas demander à faire d'habitude aux intervenants localement. Bien entendu, tous les outils fonctionnels de la lunette, possibilité de capture, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis surtout, c'est que comme on a des protocoles qui sont communs, parce qu'ils sont formés chez nous, je peux, moi, leur renvoyer des fiches un peu réflexes, et des fois, ils ont du mal à les retrouver, moi, je les aide et je leur renvoie la fiche réflexe et ça les met un petit peu à nouveau sur les rails d'une régulation efficace, enfin, d'une action efficace. Donc, plus de délégation. Une facilité d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on a fait notre simulation sur Terre, on avait été assez surpris sur le fait qu'il utilise bien quelque part. Il ne bouge pas dans tous les sens. Le bateau bouge déjà lui-même, donc ça suffit. Mais ils arrivent très bien à se canaliser et être dans l'action. Et puis surtout, là, l'intérêt, un médecin de course plus Toulouse, se mettre en réseau avec les nouveaux moyens de connexion. Donc on peut travailler à 3 parce que bien entendu, à un moment, il y a des relais de régulation qui sont nécessaires. Les problématiques qu'on a rencontrées, c'est pas que du bien forcément, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. La perte de repères, c'est-à-dire que certains secouristes, surtout on a vu avec Thomas sur les pisteurs, ils deviennent schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec le médecin régulateur, ils écoutent Dieu et ils oublient leurs collègues, donc ils oublient la réanimation classique, et ils sont perdus, ils écoutent, et puis une fois qu'on aura donné les instructions, ils rejoignent leur équipe. Alors que l'outil, l'intérêt, c'est qu'on peut être acteur, continuer à voir le malade en même temps. Donc ça peut créer de temps en temps une rupture dans la dynamique d'équipe, donc forcément ça nécessite une formation. Parce que du coup, le leadership peut être perdu. Les mouvements, ça nécessite effectivement que celui qui utilise les lunettes sache que de l'autre côté, celui qui n'est pas sur la mer peut attraper le mal de mer rapidement, donc savoir bien utiliser. Les coups, effectivement, là, c'était une team qui va faire le tour du monde, donc le coût des lunettes et de l'abonnement, ce n'est pas leur problématique, mais si on voulait généraliser ça à du grand public, bien entendu, il faut avec les kits main libre, il faut que les coûts soient maîtrisés. On a eu quelques ruptures de connexion. Alors, on revient sur les moyens de communication classiques. Et malheureusement, et ça fait partie un petit peu de la nécessité de l'apprentissage, c'est que la lunette n'empêchait pas la répétition du bilan. C'est-à-dire qu'il a fait un bilan de secouriste au médecin à terre, il refait le bilan au médecin régulateur, au PARM, à l'arme, qui va refaire le bilan. Et donc, finalement, la lunette est là, à un moment, elle sert seulement à la fin, et on a répété 3 fois le bilan. Donc ça fait partie de cette chaîne, cette succession de transmissions sur lesquelles il va falloir travailler. Donc en conclusion, la diapo suivante. Donc, il faut explorer cette sidération cognitive. Il y a eu des travaux qui ont été faits déjà sur l'arrêt cardiaque en pédiatrie avec l'utilisation de lunettes. Des fois, ils oublient de masser l'enfant, enfin, ils le massent moins bien parce qu'ils écoutent ce qui se passe dans la lunette. Donc ça se travaille avec l'apprentissage. Déterminer les champs d'application. Moi, en tout cas, en course au large, on n'utilise pas tout le temps. On va l'utiliser effectivement pour un examen neurologique, pour de la gestuelle. Le reste, le secourisme, ils savent faire, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser systématiquement. On l'intègre bien entendu dans la formation. Alors, notre formation, nous, le marin, mais le marin, il n'est pas tout seul sur l'eau, il y en a beaucoup. Donc, il faut aussi que ça soit en lien avec les organes régulateurs CCM, donc que ça soit installé et connu aussi des régulateurs. Donc, ça nécessite quand même un travail de fond important. Ce qui nous intéresse beaucoup et ce qui intéressait les marins, c'est l'utilisation en mode expert, en mode dégradé. C'est-à-dire qu'il peut faire appel, lui, tout seul à l'outil, faire dérouler les protocoles dans sa lunette sans être forcément connecté avec moi. Et puis, quand il a besoin de se connecter, il se connecte, mais il a déjà son protocole, voir une petite visio, comment je fais un point de suture pour avoir la révision en même temps qu'il fait. Et donc, bien évidemment, tout ce qu'on fait en médecine isolée, en mer, on l'a dit, là, la médecine confinée nous a rappelé plein de choses. On a fait un petit papier d'ailleurs là-dessus. Il y a des liens évidents quand on fait nos tests, de transposer ça sur le grand public. Donc là, on est plutôt du côté du béotien vers le régulateur. Il y a le côté régulateur vers le béotien, et les deux sont intéressants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et encore, nous, on a passé des très bons moments aussi avec tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on a parlé un peu de Lucas, mais aussi on pourrait parler de Patrick Hugh, des assistances ambulances, etc. C'est vrai que nous, on a une passion chez AMA, c'est qu'on a beaucoup de monde sur le terrain, puisqu'au niveau des investissements, on investit autant dans la prod que dans
d'assistance et les chefs de projet et autres. Et c'est vrai qu'on a pu apprendre et aussi faire grandir le produit. Et encore une fois, c'est vrai que je remercie là-dessus tous les PO, les chefs de projet, directeurs de prod chez AMA, parce que des fois on les oublie un peu, mais c'est quand même les hommes de l'ombre. Et on parlera tout à l'heure un peu réseau et on viendra aussi répondre à toutes les questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, notamment du côté d'Occitanie et notamment sur la possibilité de faire intervenir aussi les armes, qui est un vrai sujet. On en parle souvent avec les utilisateurs actuels. On était jusqu'à maintenant beaucoup centré sur la télérégulation avec le médecin, mais on s'aperçoit que ça pourrait être certainement utile d'aller vers les armes. Il faudra certainement améliorer la solution sur ce sujet, mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui a été posé et qui est bien en réflexion chez nous. Donc, je vais maintenant passer la main à Nicolas Toinel. Encore une fois, merci à tous les soignants d'être venus et d'avoir. Et d'ailleurs, vous allez encore pouvoir répondre à ces questions, puisque la majorité des questions vous concernent directement au niveau de vous intervenants. Mais je vais laisser maintenant Nicolas Toinel parler de l'intégration de la fonction voir dans le portail SI SAMU et géolocalisé. Et merci encore à l'Agence du numérique de nous avoir permis d'avoir la participation de Nicolas Toinel sur notre webinaire. C'est à vous, Nicolas. Merci Thomas et merci à la société AMA de nous avoir proposé de participer à ce webinaire. Alors j'ai la tâche complexe de passer après l'intervention des médecins et de ces retours d'expérience des plus intéressants. Merci à vous. À la question de la vidéotransmission est-elle une avancée pour la régulation médicale? Alors je n'ai pas de retour d'expérience spécifique. Et en fait, je participe modestement à la construction d'une réponse sur la modernisation des SI des SAMU à travers le programme SI SAMU au sein de l'Agence du numérique en santé. Alors, je vais vous parler des principaux enjeux qu'adresse ce programme et ensuite je vous décrirai les grands éléments constituant les fonctionnalités du portail SI SAMU afin de converger progressivement vers la fonction voir. Une réponse aux enjeux de la régulation médicale, sécuriser la prise en charge des appels, garantir l'égalité d'accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire et permettre le pilotage de l'activité des SAMU Centre 15 et la gestion des crises sanitaires à différentes échelles, nationales, régionales ou locales. Et vous verrez un peu plus tard, à travers des cas d'usage, et notamment l'implication du SI-SAMU dans la gestion de la crise Covid-19, comme quoi le programme SI-SAMU a rempli parfaitement cet enjeu. Ensuite, une forte valeur ajoutée pour les utilisateurs, donc proposer un outil de régulation médicale construit sur la base des usages par et pour les professionnels, et utiliser le meilleur des technologies d'aujourd'hui et anticiper l'intégration des outils de demain. Alors, il me semble que la fonction voir est pleinement inscrite dans cet enjeu. Ensuite, les trois enjeux suivants sont une solution s'adaptant aux organisations existantes et à venir, une construction agile et une construction collective. Alors, connexion Internet. Je disais que la construction du programme SI SAMU se veut d'une manière itérative en mettant les professionnels de santé et les organisations des SAMU au cœur de cette élaboration. Alors, sur le slide suivant, je voudrais, avant d'aborder la fonction voir, il est essentiel de vous présenter les grands éléments du portail SI SAMU que cette diapositive illustre en montrant un poste utilisateur. Donc, on peut imaginer un ARM, un médecin régulateur, qui se connecte avec sa carte CPS, CPE, ou alors par login et mot de passe et un code OTP, One Time Password, qu'il reçoit par email ou par SMS. Ainsi, il est connecté au portail SI SAMU qui devient une porte d'entrée vers un ensemble de services tels qu'un bandeau téléphonique, un logiciel de régulation médicale ou un outil collaboratif, le portail SI SAMU, que je vais vous présenter un peu plus en détail.
sur le slide suivant, voici le portail SI-SAMU que certains d'entre vous, certains médecins urgentistes connaissaient déjà très très bien pour l'utiliser ou l'avaient peut-être déjà vu dans d'autres publications. Le portail SI-SAMU est un outil collaboratif qui a sur sa partie gauche la notion de main courante. Donc, sur la colonne de gauche, il y a des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Donc, je peux appartenir au SAMU 35, par exemple. Si je suis ARM, je pourrais appartenir à un groupe ARM régional Pays de Loire, imaginons. Et au milieu, j'ai ce qu'on appelle un fil d'actualité sur lequel je vais pouvoir consulter, partager, échanger des informations opérationnelles ou organisationnelles liées à mon activité. En bas, le portail SI-SAMU offre également une messagerie instantanée qui va me permettre de dialoguer d'une manière sécurisée avec un collègue ou un homologue. Sur la partie de droite, il y a toute la notion des événements qui me permet de partager des informations utiles à la gestion d'un événement programmé ou non, et c'est cette fonction qui a été particulièrement mise en œuvre dans le cadre de la crise Covid-19. Et quand on parle d'événements programmés ou non, ça peut être, par exemple, un tournoi de foot, on va mettre un poste médical, un concert, un événement non programmé, on entend un carambolage sur une 4 voies, par exemple, ou un incendie. Et enfin, ce qui nous réunit ce soir, c'est la fonction géolocalisée voir qui se situe, comme vous pouvez le constater, sur la page principale du portail SI-SAMU, dans une zone dédiée outils, où il y a les liens utiles, la bibliothèque et le bouton géolocalisé voir, qui se situe sur la droite. Voilà. Et là, on se rapproche. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce bouton, cette fonction voir au sein du portail SI-SAMU qui va permettre d'interfacer le portail SI-SAMU avec un dispositif de vidéotransmission sélectionné par le SAMU. Et dans le cas où le SSO a été mis en place, sans autre forme d'authentification pour l'utilisateur, il va pouvoir accéder à son dispositif de vidéotransmission. Ici, on voit l'exemple avec la société AMA et la solution Expert Eye, où l'utilisateur va pouvoir renseigner un numéro de téléphone. Ceci va envoyer un SMS sur le téléphone de l'appelant qui contient un lien. Il suffit d'activer le lien et avec une petite pop-up pour l'activation de la caméra, et le lien de vidéotransmission va s'établir. Et pendant ce temps-là, la régulation audio est maintenue, bien entendu. Tout de suite après, j'ai une vidéo qui va illustrer cette fluidité d'interaction entre le portail SI-SAMU et le dispositif de vidéotransmission. L'utilisateur clique ici, voilà. Vous voyez, le SSO se met en place en toute simplicité. Voilà. L'opérateur, le régulateur rentre un numéro de téléphone. Ceci génère un SMS. Le temps que l'utilisateur réceptionne le SMS, active le lien, valide l'activation de la caméra. Et la vidéotransmission s'opère. On pourrait imaginer une plaie à la main, comme les retours d'expérience présentés par les médecins l'ont évoqué. Et ensuite, j'ai la possibilité de supprimer le SMS envoyé. Là, ce sont les fonctionnalités de la solution Expert Eye de la société AMA qui donne la possibilité. Sur la diapositive suivante, voilà. La fonction voir au sein des SAMU, le programme SI-SAMU a mis en place un dispositif qui permet de configurer le bouton géolocalisé voir selon la solution, le dispositif de vidéotransmission retenu par chaque SAMU. Comme ça a été évoqué, effectivement, la DGOS a émis un cahier des charges et une enveloppe budgétaire existe. Donc, chaque SAMU est responsable de sélectionner sa solution selon ses attentes
et ses spécificités territoriales éventuellement. Sur le site internet de l'ANS, des spécifications. Oups, revenez s'il vous plaît. Merci. Des spécifications d'interface sont proposées aux éditeurs de solutions de visioconférence sur demande qui souhaitent adopter ce connecteur SSO basé sur un standard OpenID Connect et le proposer dans leur offre de service. Aujourd'hui, on a un ensemble de SAMU qui ont été configurés et ce qui permet, ces SAMU ont la possibilité effectivement d'accéder directement à leur solution de vidéotransmission. Aujourd'hui, Expert AI d'AMA a son SSO en production au sein du portail ici SAMU et d'autres sont en cours d'intégration ou de validation. Enfin, sur la modernisation qu'apporte le portail ici SAMU, on a parlé des événements. Effectivement, la gestion du Covid-19 a permis de mettre en avant le SI SAMU en créant des événements à échelle nationale, en associant toutes les entités du programme, SAMU, ARS, DGS, DGOS, regroupant ainsi des informations à portée nationale à partager entre les SAMU. Des événements à la maille régionale ou zonale ont été mis en place également durant cette crise et des événements locaux mis en place dans certains SAMU qui permettent de gérer soit des salles de renfort, partager des consignes opérationnelles données à l'ensemble du personnel du SAMU et ce en continu selon les informations qu'on nous a remontées. Enfin, de nouveaux cas d'usage, et la fonction voir fait partie de ces nouveaux cas d'usage et de gestion patient dans le cadre de la crise Covid-19 sur des gestions de transfert inter-hospitaliers. Enfin, pour terminer cette présentation sur le dernier slide, merci. Le portail SAMU, c'est prochainement donc, la mise en service du bandeau téléphonique, l'ajout des gestions patients au sein des événements, le logiciel de régulation médicale, le LRM, et l'interconnexion avec les logiciels Civic et Sinus. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette intervention. Juste, je finirai, nous, pour vous dire que il y a pas mal de questions. On va commencer la série des questions. Pour ce qui est d'AMA, plus sur AMA, il faut savoir qu'on a la chance de pouvoir être intégré aujourd'hui sur un programme H2020 et notamment travailler sur tout ce qui est source, et notamment avec Bicom et Orange Philips sur tout ce qui est 5G. Alors, on a été sélectionné par rapport notamment à notre produit Advance et à ce qu'on est en train de faire avec les SAMU depuis 4 ans. Ça va nous permettre de vraiment travailler en amont, donc de vous amener toujours plus de possibilités, d'options, de fonctionnalités sur la solution. On a vu que ces 4 dernières années, nous, pour la petite histoire, on a commencé avec des Google Glass accrochés à un PC. Aujourd'hui, on voit qu'on est capable de travailler vraiment fluide avec le moins de hardware possible. On est vraiment multiplateforme, donc on est au début de ces technologies-là. On continuera à travailler comme on le fait depuis toujours avec l'ensemble des équipes soignantes. C'est très important pour nous au niveau d'AMA. Et encore une fois, je dis bien soignantes, parce que ça va des paramédics, des ambulanciers. Je vois que Patrick Hugh intervient avec notamment des questions. Et donc, je vous propose de commencer à y répondre. Alors, il y a quelques questions, normalement, les intervenants, vous devez voir, et notamment par rapport aux armes, par rapport aux faits, comment vous mettez en place ce type de solution. Docteur Martinage, je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre ou docteur Boifard et docteur Sharfawi, qui avaient quand même beaucoup d'expérience sur ces sujets-là. Une des questions qui est posée en premier, c'était l'outil est-il adopté pour tous les régulateurs? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ces sujets-là. Est-ce que c'est un frein? Alors, on en a parlé un peu en milieu confiné, en milieu sportif,
Mais c'est sûr que là-dessus, nous, même développeurs, on a bien appris que la visio, même si on avait un produit qui était quand même fiable et qui permettait de répondre aux besoins, il va falloir le mettre en place. Et là-dessus, je vais laisser vraiment le retour au docteur Martinage et peut-être docteur Boiffard. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Qui veut commencer? Et ben, par exemple, pour le SAMI 35, nous, on l'a présenté à tous nos régulateurs urgentistes et aussi aux régulateurs généralistes. Tout le monde l'a essayé et après, il y a des gens qui sont moins à l'aise, mais qui reconnaissent l'intérêt, mais qui, comme ils sont moins à l'aise sur le plan technologique, ils ont l'impression que ça leur fait perdre un petit peu de temps. Docteur Martinage, peut-être vous avez un… Oui, je peux ajouter un truc. Effectivement, donc, nous aussi, on l'a proposé à l'ensemble des médecins régulateurs, urgentistes comme généralistes. La solution est de loin beaucoup plus utilisée par les médecins urgentistes. Il y a probablement plusieurs explications à ça, mais on commence à voir quelques visios faites par les médecins généralistes. Et c'est un peu de ça dont je parlais tout à l'heure en parlant de personnes ressources par site pour dynamiser la mise en place et accompagner, puisque en fait, tout simplement, chez nous à Nantes, par exemple, le fait d'avoir dédié un poste à la visio avec la solution en permanence prête, loguée, a permis quand même de lever certains freins. Voilà. Et je peux peut-être commencer à répondre pour les ARM. Effectivement, c'est clairement, on en a parlé tout à l'heure dans les topos, c'est clairement un axe de travail, peut-être même facilité par l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence augmentée, de repérer, dans certaines situations repérées ou même pré-repérées dès le contact aux lignes du 15, par exemple la traumatologie, effectivement l'ARM pourrait être à l'initiative, à l'enclenchement de la visio, est-ce qu'il pourrait gagner encore un petit peu de temps à la prise en charge médicale de l'appel. Voilà. Après, moi, il me semble que c'est comme tout nouveau système que l'on met en place. Il y a un temps d'appropriation, encore une fois. Clairement, ce qu'on voit, nous, c'est l'évolution qui n'est pas exponentielle, mais presque des actes de visio, et ça répond aussi en même temps à la question sur quelle période ont été effectués les 1000 actes de visio. Alors, les 1000 actes, c'est depuis le début, en fait. Donc, on a la solution à Nantes, donc depuis fin 2017. Mais je vous rappelle, fin 2017, uniquement lunettes connectées. Et ensuite, ce qui a vraiment fait exploser les actes de visio, c'est avril 2019, invitation grand public. Et même à partir de ce moment-là, on voit effectivement, avec le temps, une multiplication des actes de visio, enfin des initiatives de visio. Aujourd'hui, on doit être en moyenne à 3 à 4 visios par jour. Oui, ça c'est quelque chose. Alors, en plus, je vends la solution, mais je tiens à préciser. Mais on a eu aussi le retour de docteur Jean-Marc Legac aussi là-dessus. C'est vrai que la visio change vos habitudes. Vous avez toujours régulé à la voix, c'est partie de vos protocoles. Il y avait un médecin un jour qui parlait de ça et qui était, je trouve, intéressant, c'est qu'on met 10 ans à former un médecin et il continue à se former tout au long de sa vie. Et c'est vrai que ces technologies-là sont relativement récentes. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des ergonomes, on essaie d'être beaucoup sur le terrain pour vous accompagner. Mais c'est sûr qu'on voit bien que vous ne régulerez pas tout avec la visio. La visio va venir en aide. En fait, en tout cas, c'est comme ça que ça a toujours été apporté et en tout cas qu'on a toujours travaillé. C'est vraiment qu'est-ce que ça va apporter. Alors, je pense que c'est un peu comme tout. Petit à petit, ça va augmenter et puis les protocoles vont s'adapter et les personnes vont l'utiliser. Mais en tout cas, nous, en tant qu'industriels, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'ergonomie et comment avoir la facilité d'utilisation. Et après, alors là, je vais laisser parler les médecins, mais jusqu'à maintenant, on avait vraiment un focus sur les médecins pour que déjà la solution soit adoptée. C'est aussi pour ça qu'on a laissé pendant longtemps les médecins travailler dessus, publier également, et que aussi les mentalités changent un petit peu. Et clairement, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est intéressant que les armes commencent à être de plus en plus impactées par ça, parce que je pense que la visio va pouvoir amener, enfin, je pense que là-dessus, l'ensemble des intervenants sont plutôt convaincus, mais c'est ça qui va amener aussi la démocratisation, on va dire, de ce moyen de réguler. Voilà.
juste pour rajouter par rapport à ce que disait Adeline et par rapport à ce que disait Arnaud Martinage, pour les médecins, enfin, l'expérience qu'on a nous ici, une fois que les médecins ont goûté, ils ne peuvent plus s'en passer en fait. C'est ça qui se passe. La solution, elle est très simple d'utilisation. Effectivement, au départ, il peut y avoir des réticences parce que c'est une nouvelle procédure technologique. Effectivement, les gens qui ne sont pas à l'aise avec les ordinateurs, c'est un peu compliqué au départ. Mais en fait, une fois qu'on a expliqué que les gens ont goûté, après, ils ne s'en passent plus. Ils l'utilisent, ils l'intègrent et on voit bien dans les usages pour avoir eu l'expérience sur la période Covid, on voit bien dans les usages qu'une fois qu'on a bien identifié les situations où ça nous rend vraiment service, on la met d'emblée en route, voire on est logué dès le départ. Donc, c'est très simple d'utilisation. Je pense que la facilité d'utilisation de la solution atténue largement les réticences qu'il peut y avoir au départ de la part de personnes qui ne sont pas effectivement habituées à utiliser les nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose qu'on constate et moi, chez nous, les médecins, que ce soit les urgentistes ou même les généralistes qui l'ont testé, ils m'ont tous dit, pour avoir fait le tour, maintenant qu'on l'a fait, on l'utilise régulièrement et on voit parce qu'on sort les statistiques et on voit bien que les gens, une fois qu'ils sont logués, après ils se reloguent, ils réutilisent la solution parce que il y a des situations types sur lesquelles on sait très bien que ça va nous apporter un plus et qu'on va gérer la situation différemment si on n'a pas la visio, quoi. Et, alors, il y a une question là sur les budgets. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la DGOS, on en a parlé tout à l'heure avec Arnaud Martinage, mais oui, il y a des budgets qui ont été donnés sur ces moyens-là pour équiper les SAMU de visorégulation. Je vais rebondir sur une question qui a été posée sur est-ce qu'il y a beaucoup de refus de visio par le patient? Est-ce que le patient, le fait de faire une visio, alors notamment, il y a quel impact sur les patients qui ont tendance à grossir le trait de bonne ou mauvaise foi ou obtenir un moyen? Alors ça, c'est, je pense, là, tout l'intérêt de la visio, c'est d'être factuel. Est-ce que là-dessus, vous avez beaucoup de refus quand vous annoncez que vous voulez faire une visio ou pas? Je peux prendre la parole. C'est franchement très anecdotique, hein. Ça n'arrive quasiment jamais. L'échec d'une visio, il est plus lié à la zone où vraiment il y a une carence de réseau ou à la difficulté de la personne d'accéder à la visio en général. Et depuis la simplification de l'outil, franchement, j'ai plus de cas d'échec ni de refus, hein. On a même, je confirme que chez nous, c'est le même constat, hein. Il y a pas de, c'est vraiment très, très anecdotique. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est que les conseils qu'on donnait aux parents avant, sans la visio, quelquefois par curiosité, on regardait ce que devenaient pour le suivi de nos dossiers, on regardait ce que devenaient ces patients-là et ces enfants-là. Il n'était pas rare qu'on les voit arriver dans les services d'urgence pédiatriques, on les voit au bout de 2-3 heures apparaître sur le listing d'attente des urgences pédiatriques. Aujourd'hui, le fait que non seulement il n'y a pas de refus, mais le fait qu'on met en place une visio avec les parents, et ben, ça les rassure. Et moi, j'ai regardé parce que c'est des choses que j'avais l'habitude de constater et je le vois moi. Alors, je n'ai pas de chiffres exacts, mais on a vraiment l'impression que même les appelants, ils sont partants et ça les sécurise et ça les rassure, notamment pour tout ce qui concerne la pédiatrie. On parle aussi d'intégration au système. Donc oui, de toute façon, ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'ANS, et on a travaillé en plein confinement avec les équipes de Worldline Atos sur ce projet-là et toutes les équipes de l'ANS. Mais oui, le principe des solutions, c'est d'être interopérable. Je pense qu'aujourd'hui, tous les systèmes d'information ne le sont pas, mais nous, en tout cas, on cherche à être le plus interopérable possible et vraiment rester bien spécialisé, bien développer notre cœur de métier. Donc, en tout cas, pour répondre à cette question, oui, notre but, c'est vraiment de s'intégrer. Après, quand on fait une intégration dans un système d'information au niveau technique, c'est un couple, hein, donc ça marche à deux. S'il y en a qu'un qui veut, en général, on n'y arrive pas. Donc, c'est important aussi de connaître aussi ces difficultés pour des solutions d'innovation comme les nôtres. C'est que parfois, on a des volontés d'intégration et d'interopérabilité avec des systèmes d'information, mais on n'a pas forcément l'écoute des personnes, soit qui sont en place, soit des systèmes d'information, on va dire, un peu maîtres sur le marché de la santé. En tout cas, en ce qui concerne AEVA, on a vraiment une volonté d'intégration. On a parlé d'antipoison. Je ne sais pas si aujourd'hui vous l'utilisez au niveau de l'antipoison, au niveau
du 44 et du 35? Alors chez nous, le centre antipoison est basé dans le 49. Ah, Donc, on fait de la toxico, mais si on a besoin d'un avis spécialisé, on se met en relation avec le médecin du centre antipoison d'Angers. Mais là encore, c'est une filière, vous voyez, à laquelle je n'avais pas pensé, mais c'est une filière possible éventuellement. En tout cas, elle est prévue dans le deuxième niveau du SAS, hein, le centre antipoison. Mais comme dit Arnaud, en première ligne, de toute façon, on régule, nous, les choses qui relèvent de la psycho, mais qui sont du domaine de l'urgence. Et quand il y a besoin d'expertise, pourquoi pas. Ils sont prévus dans le SAS. Donc, comme on a dit que l'outil allait être très utile pour la mise en place des SAS et qu'il allait aider, je pense que ça fera partie effectivement des choses qui seront utiles et qui nous apporteront de l'aide, ou qui apporteront de l'aide aux toxicos d'ailleurs, spécialistes pour la régulation des soucis antipoison. ok. Bon, il y a d'autres questions. Je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais rapidement sur la 4G. Mais alors en plus, c'est une région montagne. Donc, comme on avait fait tous les tests aussi en montagne. Donc, c'est vrai que le sujet de la connexion et de la connectivité est un sujet majeur. C'est pour ça que on essaie d'être le plus simple possible en termes d'outils et qu'on travaille très proche du métier et qu'on est beaucoup sur le terrain. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'améliore. Alors là-dessus, peut-être que SMU 44 et 35, mais également là-dessus Jean-Marc qui travaille dans des environnements complexes, on améliore les solutions pour compresser de plus en plus. On cherche pas non plus à avoir des flux haute définition. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la bonne qualité, peu de latence, une bonne jonction entre la voix et la vidéo. Et bien sûr, la voix, je tiens à le préciser, reste encore bien enregistrée sur vos outils habituels pour le médico-légal. Mais clairement, aujourd'hui, on a de moins en moins de difficultés de connexion avec les personnes. Je pense que ça peut être confirmé là-dessus. Je pense que les taux s'améliorent de plus en plus, même si on reste toujours quand même à la merci des réseaux, hein, ça c'est sûr. Et la 4G est une chose, mais une 4G saturée est moins bonne qu'une 3G. Donc il faut aussi voir la partie réseau. Mais en montagne, on communique bien. Je pense notamment quand on est sur des pleines saisons touristiques, mais c'est pareil en bord de mer. On a plutôt des bons retours d'expérience, mais ça, je pense que les SAMU 35 et 44 pourront plus valider ce point si vous voulez bien. Au niveau de l'amélioration de la connectivité. Pour le 35, on a des zones qui sont effectivement des zones difficiles d'accès en termes de réseau, mais on a quand même une bonne couverture et on voit bien que l'outil s'est bien amélioré. Et puis, on a quand même notre travail là qui est en train de se faire sur la 5G, sur lequel on va sans doute avoir encore des gains en termes de connectivité, quoi. Mais on a moins de soucis qu'on a eu, mais il y a des zones qui restent difficiles en termes de connectivité. Quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'on a testé, Thomas, par rapport à la mer, c'est qu'on a découvert aussi qu'un moyen de communication qu'on n'utilisait pas beaucoup, nous, c'était le chat. Et donc, on peut dégrader avec le chat, parce qu'en fait, les marins utilisent beaucoup ça pour communiquer avec leur équipe à terre. Et ça nous amène aussi des réflexions, c'est comment je communique en chat sur du secours médical. Donc, il faut aller à l'essentiel, se coder. Donc, c'est pour ça que dans la formation, on amène ça. Et donc, on découvre ça. Et donc, on est en train d'essayer de le tester en simulation. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont leur formation. Il y a l'outil, de temps en temps, je mets sur l'outil visio, de temps en temps, je mets que sur l'outil chat. Et ça me permet de choisir un petit peu quel créneau j'utilise en fonction de la qualité de la communication. Mais ça, on découvre, c'est un nouveau mode de langage médical qu'on n'utilisait pas du tout et qu'on est en train d'apprendre. Enfin, on fait l'apprentissage avec eux. Oui, mais donc il y avait ça, il y avait encore merci Jean. Il y avait aussi une question par rapport au fait de pouvoir télécharger une appli. Donc nous, on a voulu rester sur un outil de pure web, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'installation d'appli. Le fait de recevoir le SMS, on clique dessus et ça va ouvrir la page web et ça va permettre de se connecter directement. Et ça, c'est vrai que ces protocoles qui sont les protocoles de WebRTC nous permettent aujourd'hui de faire ce type de solutions. Alors, c'est complexe hein, parce que comme on n'a pas d'applicatif, on est vraiment lié aux terminaux et aux
utilisateurs, puisque là, on est sur une fragmentation de terminaux aujourd'hui qui est de plusieurs milliers de références de smartphones. Mais clairement, aujourd'hui, c'est l'avantage de ces technologies-là, c'est qu'on peut vraiment accéder à la vidéo de façon très simple, sans justement avoir à télécharger et d'avoir de lourdeur, on va dire, de téléchargement pour avancer. Alors, je crois qu'on a été bavard, parce que ça, c'est une spécialité chez nous. On est bien aidé par les acteurs qui ont participé. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Alors, j'espère que je n'en ai pas oublié. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'on reste à votre disposition. Les intervenants se feront un plaisir aussi. Si jamais vous m'envoyez des questions et que je ne les ai pas, j'espère en tout cas pouvoir, avec un grand plaisir, transférer tout ça vers les médecins intervenants ou vers l'ANS en tout cas, et que je remercie pour sa présence. Et je tenais à vous remercier tous. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et puis ça va continuer. Il y a encore plein de belles choses à faire. Les technologies avancent et puis je pense qu'elles vont aider. Et puis, on n'a pas parlé de médecins comme Philippe Revel à Bordeaux, mais aussi Vivien Breckman, etc., qui publient aussi, ou Jean-Marc Pugeot sur la Guyane. Je pense que la médecine française, au niveau de la visio, on est parmi les premiers. Je pense qu'il y a le plus de littérature là-dessus. Et je pense qu'il faut continuer. Et puis, en tout cas, nous, on sera toujours là pour vous aider. Et puis, la médecine française sera toujours un peu en avance par rapport à nos confrères américains ou autres. Voilà. En tout cas, un grand, grand merci pour votre participation. N'hésitez pas à reposer des questions si vous le souhaitez après. Et puis, si vous le souhaitez, on organisera d'autres webinaires avec d'autres retours d'expérience. Et puis, au plaisir de vous accompagner avec cette solution de visioconférence. Donc, je ne sais pas après au niveau de la fin, au niveau techniquement, on va arrêter. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci bien. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.